Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode interview, je reçois Alexis Tournier, voyant, chercheur, formateur depuis plus de 25 ans. Alexis explore les perceptions extrasensorielles avec un regard de chercheur toujours voulant comprendre le fonctionnement de la conscience et ce que cela nous apprend sur la vie. Et nous verrons dans cet épisode peut-être sur la mort. Son expérience et sa rigueur font de lui une personne de référence qui est régulièrement sollicitée par les médias et par des auteurs comme Stéphane Alix, avec qui il a collaboré dans son dernier livre, La Preuve. J'ai découvert les activités d'Alexis en 2019 et j'ai commencé à suivre certaines de ses formations en 2020 car je suis très intéressée et j'aime beaucoup son regard rationnel et pratico-pratique sur la voyance et l'invisible. Alors, ensemble, on va parler de son parcours, de sa vision de la mort, justement, de la conscience, et avec cette frontière très fine qui sépare le visible et l'invisible. Bonjour Alexis et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marilyn et merci pour cette invitation. Merci de m'avoir invité. Je sais que la mort, c'est pas un sujet dont tu parles souvent finalement, Mhm. mais je connais bien les préoccupations des personnes qui regardent la mort autrement, hein. Et je sais que ton parcours ou ta vision peut les inspirer et les aider à aller plus loin sur ce sujet sensible. Alors merci, j'avais vraiment à cœur que tu puisses partager un petit peu ton expérience, ta vision de la mort et justement, on peut direct commencer comme ça. Quelle était ta vision de la mort dans ton enfance, pardon, et quelle est ta vision aujourd'hui? Moi, j'ai pas eu une expérience de la mort particulièrement impressionnante ou traumatisante. Euh, Moi, la première fois que j'ai été confronté à la mort, c'est la mort de mes arrière-grands-mères et puis plus tard la mort de mes grands-parents. Mais je dirais que j'ai pas eu de choc particulier, grave sur, voilà des choses qui seraient particulièrement traumatisantes avec la mort de proches, parents ou je sais pas, enfin frères, sœurs, peu importe. Donc j'ai un rapport à la mort, je dirais qui est assez standard, qui est assez, banal quoi en fin de compte. Mmh. Bien que, moi j'ai été éduqué quand même dans un contexte, assez religieux, où les questions de la mort, finalement elles étaient abordées au travers des questions religieuses, cette spiritualité, voilà, moi je suis catholique, j'étais pratiquant quand j'étais gamin, j'étais entouré de gens qui étaient, très pratiquants et donc voilà, moi mon référentiel, sur la mort, c'est ça au départ. Donc avec cette idée que bon, quand on meurt, on monte au ciel, si je puis dire comme ça. Enfin Mmh. voilà, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit et puis, voilà, on se retrouve plus tard donc L'idée du paradis et de l'enfer aussi? oui, alors pas trop l'enfer, mais disons, en tout cas, l'idée d'un paradis, l'idée d'un au-delà, clairement, dans lequel on se retrouve, tous Mmh. petit à petit comme une famille d'âmes, comme une famille, finalement avec une vie qui se prolonge. Donc moi, j'ai été assez familier, ça a toujours été, pour moi ancré, je dirais quelque part avec cette idée que, voilà, il y a une vie terrestre et puis, quelque chose survit après derrière, donc l'âme, la conscience, peu importe comment on l'appelle et on se retrouve derrière tous, pour vivre, j'allais dire pour vivre une autre vie, pour vivre notre meilleure vie, je sais pas. Donc en tout cas pour vivre quelque chose, de différent, voilà. Et puis je dirais que plus tard, adolescent, j'ai pris un peu mes distances avec toutes les questions religieuses, toute la pratique, très catholique et cetera et je me suis instruit un peu sur des choses un peu plus orientales avec des notions notamment aussi autour de la réincarnation, transmigration des âmes. Voilà, j'ai été très interpellé, très touché aussi par ça. Ça m'a beaucoup parlé avec cette idée que dans le fond finalement, l'existence humaine n'est peut-être qu'une expérience, une expérience parmi plein d'autres que réalise en fait l'âme immortelle, la conscience immortelle qui va, finalement, expérimenter, plusieurs vies terrestres consécutivement ou en même temps, enfin on ne sait pas trop. Mais en tout cas voilà, c'est cette idée-là qui petit à petit pour moi s'est imposée. C'est-à-dire que, voilà, la conscience fait l'expérience de plusieurs vies, de plusieurs existences, sans doute terrestres, peut-être même dans d'autres mondes, On ça ne sait pas on ne encore. sait pas. Je pense moi, personnellement. Mmh. Et justement, ce que tu penses aujourd'hui nous intéresse. Comment tu vois aujourd'hui, cette mort? Qu'est-ce qui est aujourd'hui tes croyances ou ta vision, ta vérité? Alors, moi j'ai pas eu d'expérience,
de mort imminente Mmh. comme des millions de gens sur terre aujourd'hui, peuvent en avoir vécu. Je j'ai pas non plus autour de moi des gens qui en ont vécu. Par contre, évidemment, voilà, ce sont des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent, considérablement et donc pour moi, aujourd'hui, la mort, ben, finalement, ça a pas beaucoup changé par rapport à l'idée que j'en ai eue quand j'étais petit. Cette idée que finalement, voilà, quelque chose survit, quelque chose se maintient, quelque chose continue à exister. Ce quelque chose, pour moi, c'est de l'ordre de ce qu'on peut appeler la conscience, cette idée que finalement, le corps humain n'est pas limité, enfin voilà, n'est pas limité à une entité biologique et quand l'entité biologique disparaît, quelque chose survit. Ce quelque chose, pour moi, c'est la conscience. Elle peut être Mmh. appelée l'âme, je ne sais pas trop. C'est un peu connoté religieux quand on dit l'âme ou l'esprit. Mmh. Donc bon, moi, je préfère parler de conscience. Je trouve que c'est un mot qui est plus laïque quelque part aujourd'hui. Donc, et pour moi, cette conscience, bah, finalement, voilà, elle baigne dans quelque chose de global, dans quelque chose qui est universel, quelque chose qui est grand, qui est beaucoup plus grand que le petit corps humain. Et donc, la conscience se retrouve finalement complètement baignée, se retrouve finalement dans cette source, quoi, en quelque sorte. On pourrait dire, je crois que la conscience individuelle fait partie d'une grande conscience universelle. Ouais. Alors c'est assez abstrait à se représenter, hein, tout ça. Voilà, c'est pour ça que je pense que dans toutes les religions, on parle d'un paradis, on parle du ciel, on parle d'un autre lieu, d'un autre endroit. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, c'est quelque chose qui est très difficile à se représenter, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut appréhender grâce aux témoignages des gens qui sortent Mmh. de leur corps, quand ils vivent des OBE, des Out of Body Experience, ou quand les gens vivent des expériences de mort imminente et puis qu'ils voient ce tunnel, qu'ils voient cette lumière, qu'ils vivent finalement une expérience de conscience transcendantale, pour ainsi dire. Et je crois qu'on peut se référer, voilà, à tous ces témoignages qui existent partout dans le monde, à toutes les Mmh. époques, peu importe la culture, peu importe les religions. Donc on voit que c'est une expérience humaine universelle. Donc donc je pense que ça tend vraiment à prouver que cette chose-là existe, quoi, hein, que cet Oui. au-delà existe et que cette conscience globale dans laquelle on se retrouve après la mort existe, quoi, hein. Voilà, Mmh. je dirais ça. Oui, en fait, c'est avec la force, du nombre. C'est pas la preuve, une preuve, vraiment absolue, mais la force du nombre des expériences des uns et des autres qui fait que, ben, on peut légitimement se dire qu'il y a quelque chose. Mais Oui, après voilà, oui, oui, c'est le des données. comprendre et le décrire scientifiquement, ça paraît, compliqué encore aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, on n'a pas, d'explication scientifique très claire. On a quand même, Ouais, voilà, je oui. crois quand même du point de vue des neurosciences, voilà, des interprétations d'un certain nombre d'indicateurs qui se jouent au niveau dans le cerveau au moment de la mort. On voit effectivement des zones, on voit une expérience cérébrale qui se joue au moment où la personne décède. Donc on voit des corrélations. Ça ne veut pas du tout dire que c'est, Ouais. voilà, c'est une corrélation, c'est pas une cause à effet, nécessairement et effectivement, on voit, ben, quantité de témoignages sur ce qui se passe après, sur comment ça se passe de l'autre côté et Mmh. évidemment, c'est pas un ou 2 témoignages, c'est des centaines de milliers de témoignages et je crois qu'effectivement ça représente de la donnée scientifique en fin de Ouais. compte qui viennent comme ça, je pense, solidifier, assez fortement, bah, l'idée qu'il y a quelque chose, hein. Donc mais c'est vrai que la preuve au sens, on Mmh. pourrait dire, cartésien du terme, au sens newtonien du terme, on pourrait dire aussi, je pense elle est pas acquise encore aujourd'hui. Mais bon, voilà. Mmh. On cherche et on y va, on y tend. Oui, oui, on y tend, ouais, je pense effectivement. Pour avoir suivi justement tes formations, hein, tu parles quand même beaucoup de cet espace, de cet invisible, ce Mmh. cloud, Oui, oui, où les informations sont aussi stockées. Donc je fais le parallèle par rapport à ça. Est-ce que ça serait la même chose finalement de se dire cette conscience, ce cloud, c'est le même espace en fait? oui, oui, on peut voir ça un peu comme ça. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui en informatique, quand on parle du cloud où toutes nos données vont être stockées, et cetera, c'est quelque chose qui est très virtuel. Dans notre quotidien, on voit pas trop ce que c'est. Bon, en fait, faut quand même
savoir que, en l'occurrence, ce sont des data centers qui sont très énergivores et qui sont, vraiment, pas jolis à voir Oui, et qui, sur le plan écologique, voilà, c'est oui. un autre débat. Mais quelque part, je dirais que ce niveau d'abstraction qu'on a un petit peu quand on parle de nos fichiers stockés dans le cloud, de l'information qui est à distance, on ne sait pas trop où elle est. Je trouve que la métaphore, elle est assez, saisissante et assez, intéressante quand on veut parler effectivement de cette notion de conscience globale, à laquelle tout individu participe. C'est quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose qui est, vivant pour ainsi dire, parce que ça se modifie à tout instant. C'est la somme des expériences humaines vécues, en cours et probablement à venir aussi, et donc Avenir. qui se trouve là-dedans, dans cette sorte de conscience globale, donc qui échappe complètement à, j'allais dire, à l'écoulement du temps. Il n'y a pas de notion de passé, de présent, de futur, tout est là, inscrit. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très abstrait. On peut s'en faire une sorte de représentation, voilà, du côté de l'hindouisme, on nous parle par exemple de mémoire akashique. En Occident, quand on Mmh. parlait de la, le psychanalyste Carl Gustav Jung a théorisé sur l'inconscient collectif. Donc c'est cette notion, voilà, que finalement tous les humains finalement sont reliés par un inconscient commun avec l'ensemble des expériences humaines qui sont collectées et où finalement, desquelles enfin, auxquelles on se raccroche ou finalement tout se rapporte. Donc il y a un peu cette idée de quelque chose qui est quand même très abstrait. On voit bien, voilà, que dans plein de traditions anciennes, chez les peuples premiers, il y a toujours eu cette notion d'une sorte de matrice universelle qui Mmh. contient tout, hein, qui contient tout et qui est finalement à l'origine de l'expérience individuelle. Donc il y a un peu cette idée de, voilà, d'une globalité qui sous-tend quelque chose qui est plus individuel. Et donc, voilà, alors c'est vrai que c'est complexe de se représenter ça, et je crois que, malgré tout, on peut le ressentir dans sa vie. Cette conscience, globale, on peut la ressentir, à différents moments. Alors dans des moments peut-être un peu transcendantaux, enfin je veux dire de simplement faire une méditation, on peut capter des choses comme Une ça. méditation. Oui, oui. Mmh. En fait, Mmh. n'importe quoi qui peut nous amener dans un état un peu de conscience modifié. Dans un état de conscience modifié, on va plus Mmh. facilement entrer en contact avec cette partie un peu transcendantale de nous-mêmes qui, est reliée à cette conscience globale. Mmh. On pourrait même voir que finalement, des expériences, d'intuition, par exemple, hein, percevoir à l'avance quelque chose ou, détecter, quelque chose qui est en train de se jouer, à un autre endroit de la planète ou pour un proche, voilà, un peu comme ce qu'on appellerait une expérience de télépathie, et cetera. On pourrait supposer que ça passe par là, que c'est en fait, finalement un accès qui se fait soudain entre la conscience individuelle et cette conscience globale, hein, et on pourrait voir un peu là comme une sorte de communication, quoi, en quelque sorte, hein, de dialogue, de Mmh. communication qui se fait entre cette chose globale et cette conscience individuelle. Oui, comme tu l'as dit, historiquement, en fait, on a toujours cherché à savoir, comment communiquer, comment percevoir des informations à ce biais par ce biais-là, que ce soit par des rituels, par des prières, par bon, tu parlais de tout ce qui est chamanique. En fait, on a cette envie de comprendre et de communiquer instinctivement Bah, oui, depuis, je pense que longtemps et oui, aujourd'hui j'allais tout dire, ç pardon, oui, je te coupe, mais je pense effectivement depuis la préhistoire, en fin de compte. Hem, cette idée d'une oui, vie après la mort, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Les archéologues le disent, le voient, on voit les cultes autour de la, comment dirais-je? De la sépulture, le fait d'enterrer les morts, le fait d'honorer les morts. C'est quelque chose qui est très ancien. C'est pas du tout, enfin, ça vient plutôt étayer l'idée que les vivants qui enterrent leurs morts ont un infini respect pour les personnes décédées, et cette croyance, je dirais, ou cette idée plutôt, oui, c'est une croyance en fait, mais cette idée que quelque chose survit après derrière, et donc les cultes, mmh, tous les cultes autour de la mort, ben, viennent un petit peu étayer cette idée que, ben oui, on a toujours pensé, un peu comme une intuition au fait, que quelque chose dans le corps c'est survit, ça. hein. Donc où Oui, va l'âme après derrière? mmh, Enfin, cette idée que le corps physique, bah, est aussi le récipient, si je puis dire, pas le bon terme, mais d'une âme immortelle, bah, ça c'est quelque chose qui mmh, est
ça fait partie des fondamentaux, des croyances fondamentales de l'humain. Mmh, Donc et effectivement, c'est il y a, oui, c'est donc c'est ça. bien sûr, après, au travers de tous ces rituels, dans toute l'histoire, dans toute la préhistoire, on peut retrouver, ben, plein de rituels qui visent à essayer d'entrer en communication avec les morts ou qui visent à essayer de rentrer en communication, voilà, avec le monde des esprits, ce monde des esprits. C'est quand on parle du monde des esprits, c'est d'ailleurs le monde des esprits, ça a été beaucoup théorisé aussi au 19e siècle par Allan Kardec, justement, qui était, voilà, bah, qui a inventé ou baptisé le Oui. spiritisme, la communication avec les esprits défunts. Eh bien, ce n'est rien d'autre finalement que ce dont on parle depuis tout à l'heure, finalement cette idée de conscience globale, conscience non locale, enfin voilà. Donc toutes ces représentations, elles existent, je pense, depuis très très longtemps, et cette tentative de dialogue et de communication, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très ancien. On parle du spiritisme et même du mot médium, qui Mmh. lui est très récent, puisque ça date du 19e siècle, mais la communication avec les morts, c'est quelque chose qui est très ancien, en fait. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ça fait partie voilà, je pense, un peu de l'ADN humain, quoi. Mmh. Et toi, par rapport à ton expérience, toi, tu te dis voyant finalement, mais tu vas piocher Mmh. aussi dans ce cloud, dans ces informations, tout comme les médiums peuvent le faire. Mais parce que je pense que dans le fond, finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans le fond, finalement, il s'agit bien, de j'allais dire d'une perception d'information. Ce qu'on appelle ce cloud, cette conscience globale, voilà, contient tout un tas d'expériences, tout un tas d'informations qui sont liées au passé, au présent, au futur, bon. Et une conscience individuelle est capable d'obtenir des informations dans certaines circonstances, dans un état modifié de conscience ou, par, le résultat d'une intention particulière, on peut arriver à choper, en quelque sorte, finalement, des informations qui sont là-dedans. Bon. Et donc, ça, c'est un phénomène intuitif, quel qu'il soit, c'est ça. C'est de l'information qui arrive, qui est perçue par, bah, par une conscience individuelle. Et Mmh. maintenant, après, voilà, quand on parle de voyance, alors souvent le mot voyance, il est un peu, souvent on le résume avec l'idée de pronostiquer l'avenir. C'est pas, c'est un raccourci, ça. C'est de la perception globale d'informations, qui peut d'ailleurs être sur le passé, le présent, le futur. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de limitation spécifique. Et quand on parle de médiumnité, de médium, voilà, il y a plus cette idée que ces informations sont quelque part communiquées par une entité, par généralement ce qu'on appelle un défunt, quoi. Enfin voilà, l'esprit de quelqu'un, la conscience de quelqu'un qui est morte, qui est donc présente finalement dans cet au-delà, dans cette conscience globale, et c'est cette personne-là qui communique. Dans le fond, on ne sait pas vraiment si c'est ça qui se produit. Hem, là, je je me fais toujours un peu pas des ennemis dans le champ des médiums, mais quand je dis quelque part, la médiumnité, elle n'est pas prouvée au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas absolument, de manière absolue, si c'est l'esprit d'un défunt qui communique ce qu'il a à dire au moment où il le fait. Peut-être que la perception d'information qui se fait par le médium, bah, finalement, elle provient peut-être de cette conscience globale. Peut-être que ça prend la forme de la personne décédée au moment où celle-ci, était vivante, mais voilà, il y a pas besoin nécessairement d'intercéder et de dire que c'est quelqu'un qui est encore là, vivant, heu et qui communique ces informations-là. Enfin, je sais pas si J'avais, c'est clair ce que je dis, en oui, fait. oui, si je comprends et moi j'avais cette, en fait, peut-être, idée, croyance, la voyance, en fait, la personne va se mettre effectivement en état de d'aller chercher l'information. Donc il y a vraiment un: «Je vais Mmh. chercher», on va et le médium peut-être dans un état de recevoir l'information. Je sais pas si ce canot, «je vais» et où je reçois et C'est vrai peut qu'il y a être la différence. Oui, peut et effectivement, ça peut se manifester comme ça, effectivement. Souvent, ça se manifeste comme ça. C'est-à-dire que le voyant, il y a une sorte de démarche active qui consiste à dire: «OK, je veux des informations sur ça» et donc quelque part, cette intention posée, va générer une réponse obtenue et Oui. c'est, les informations qui viennent et là, on peut être dans un phénomène qui peut ressembler à de la clairvoyance, un phénomène intuitif, je dirais un petit peu, voilà, comme on pourrait l'appeler. Et effectivement, quand on parle de médiumnité, souvent, il y a quand même l'idée que, l'esprit du défunt, veut parler, veut communiquer, a quelque chose à dire. Donc c'est plus finalement, en effet, c'est pas ascendant, c'est descendant en quelque Oui, sorte. c'est ça, Tu ouais. vois? La Mmh. conscience globale, on la voit au-dessus, Oui. donc c'est plutôt descendant. Bon voilà, l'entité veut parler, veut communiquer quelque chose. Voilà. Alors
Bon, je crois que cela dit, ça se fait toujours parce qu'à un moment donné, il y a quand même une intention, il y a quand même une demande qui est faite. Quand on voit des médiums, par exemple, qui, travaillent en cabinet ou qui, font même des séances, de médiumnité dans des Mmh. salles, bah, en fait, il y a quand même une intention qui est posée avec le médium qui a bien l'intention d'entrer en contact avec des esprits défunts et les gens qui viennent dans la salle ou les clients qui viennent au cabinet du consultant, du médium, eh bien, viennent avec l'idée ou l'espoir que, ben, le défunt X ou Y va entrer en communication. Donc il y a quand même une demande malgré tout qui est formulée. Mmh. Et toi, dans ton parcours, tu as déjà eu, senti cette différence? Quand tu fais Oui, des séances, bah, quand tu es en état de voyance et est-ce que tu as déjà eu des oui, perceptions oui. médiumniques? Enfin voilà, est-ce que tu as senti cette Oui, mais oui. différence? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, quand j'étais plus jeune, je vivais plein d'expériences médiumniques, à la fois parce que, ça m'intéressait, j'en demandais et je vivais des trucs. Donc, en effet, donc, j'ai pu sentir, voilà, pas mal de choses, de ce côté-là, qui m'ont d'ailleurs un peu effrayé fut un temps, à un moment donné, parce que ça prenait vraiment beaucoup de place. Et puis quand on est adolescent, parfois on fait un peu, n'importe quoi, on sollicite, voilà, on touche à des forces qui sont pas forcément Oui. toujours les meilleures, voilà, on s'essaye à du spiritisme et c'est un peu dangereux tout ça, en fait. Donc il faut quand même faire attention, on met le doigt dans des choses, et beaucoup de médiums aujourd'hui le disent, hein, qu'il faut quand même faire très, très attention avec ça parce qu'on soulève des forces finalement qui nous échappent, qu'on comprend pas bien, qu'on ne connaît pas bien. Donc c'est peut-être un peu ça aussi, moi, qui m'a quand même toujours tenu un peu à distance aussi de tous ces phénomènes médiumniques qui m'arrivent régulièrement quand même. Et donc ça vient à moi dans des circonstances particulières, dans des endroits spécifiques, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai développé dans mes consultations. Tu l'as dit, je fais des consultations et dans mes consultations, je suis plus dans un travail, on va dire, d'art divinatoire, d'interprétation d'art divinatoire et puis de voyance standard. Donc là-dedans ne se joue pas la question d'un défunt qui entre en communication avec moi. Ça n'arrive quasiment jamais, sauf à certaines exceptions, où je vais avoir, mettons, un consultant qui va me sortir la photo du grand-père et puis qui me dit à la fin: «Bah tiens, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur cette personne? Elle est décédée il y a 25 ans, dites-moi ce que vous voyez». Et effectivement, ça m'arrive, mais pas toujours. Ça arrive effectivement de sentir, un peu comme si tout d'un coup les informations qui me venaient ne venaient pas tout à fait de la même zone, Mmh. comme si elles n'avaient pas tout à fait la même origine. Donc l'interprétation qu'on peut faire assez schématiquement, c'est de se dire: «Ah, bah, OK, bah, là, on dirait bien quand même que c'est l'esprit du grand-père qui communique». Mais est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je ne sais pas, en fait. Moi, je suis assez, carré cartésien. En tout cas, je vois bien qu'il y a quelque chose, une origine différente, mais bon, voilà, on n'a pas la preuve que c'est absolument lui, même si les informations qui sont développées sont ou déployées sont tout à fait exactes. Mais Donc quand tu nous fais faire des exercices, tu sais sur des personnes à, décrire sous enveloppe oui, et cetera, où on ressent, des fois la personnalité, on ressent comment? Le mode de vie, on peut ressentir beaucoup de oui, choses oui, sur la oui. personne. Est-ce que là, on n'est pas sur On une forme de entre bien médiumnité au sûr. final? On est dans la frontière, vraiment entre voyance et médiumnité à ce niveau-là? Il y a une technique, il y a une méthode, mais en même temps, Alors il ce y a qu'il y a, des c'est qu'on choses, peut faire ça on peut oui, oui. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on peut faire le même processus avec quelqu'un qui est vivant. oui, Donc, et on met la photo, et cetera, il va se passer exactement la même chose. Donc, et donc là, à ce moment-là, on ne parlerait pas de médiumnité avec oui, la personne qui est encore vivante, puisque la médiumnité, c'est forcément le référentiel, c'est une personne défunte, l'âme ou la conscience de cette personne qui communique. Bon, mais en fait, on voit qu'on peut tout à fait faire la même chose avec quelqu'un qui est encore vivant. Donc, c'est vrai. et ça va fonctionner tout pareil. Donc, dans ces cas-là, bon voilà, en fait, on voit bien que, il y a, quelque part, on veut mettre une nomenclature, on veut définir des sujets, on veut dire ça c'est de la médiumnité, ça c'est de la voyance, ça c'est de la perception, et cetera. On essaie de classer un peu comme ça. Moi, je crois que dans le fond, tous ces classements, sont un peu illusoires d'une certaine façon, parce que dans le fond, finalement, c'est toujours la même chose. C'est de l'information qui est perçue, voilà, c'est ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'on aime bien savoir, on aime bien pouvoir dire: «Ah beh oui, mais les informations, si elles viennent de quelque part, elles viennent de quelqu'un». Et on veut personnifier ça, comme si on avait besoin de représenter en fait. Mmh. Et peut-être
Alors peut-être effectivement que ça se passe comme ça, mais peut-être que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus subtil. Moi, par exemple, ce que je crois, c'est que la conscience, une fois qu'elle est de l'autre côté, elle appartient à quelque chose qui est global, et cetera, et je crois que la conscience individuelle, elle va faire elle va vivre sa vie, si je puis dire comme ça, et puis, elle va pas forcément rester très, très proche, des enjeux, terriens, terrestres, et Oui. des gens qui sont là, quoi, en fin de compte. Enfin, Mmh. c'est ça. On est un peu comme des poissons rouges dans un bocal et on essaie de se représenter comment c'est de l'autre côté du bocal. Donc on essaie de comprendre, voilà, avec nos mots, avec notre référentiel qui est, l'eau d'un bocal. Bon, je pense que c'est infiniment plus complexe que ça, et parfois je trouve un peu naïf de se dire que, voilà, c'est forcément un esprit défunt qui communique, je pense que c'est bien plus complexe. Mais je pense qu'on essaye en tant qu'être humain à comprendre. Ça, c'est, aussi inné. On cherche à apprendre, comprendre et effectivement, toutes les informations, sont certainement, autour de nous, mais on a besoin de mettre des étiquettes pour se Mmh. rassurer. On a besoin de mettre un cadre qui Oui, nous donne un mais peu c'est des ça, c'est pour et ça. et voilà et du coup, on se dit: «Bon, bah, là, c'est ça, là, c'est comme ça», alors que finalement et je te rejoins là-dessus, c'est peut-être complètement la même chose, sauf qu'on a nos capacités, on va dire, de réception ou de l'intuition. Moi, je mettrais même limite, c'est notre intuition qui nous permet de capter d'une manière ou d'une autre, en fonction de comment on a pu, Oui, développer cette forme de ce sixième sens, en fait et on reçoit l'information et on a besoin ça peut faire peur, comme tu dis, il y a des choses qui nous arrivent qui peuvent faire très peur. On a besoin de les analyser, de les comprendre et de mettre des mots dessus. Donc, je pense que c'est complètement, effectivement, oui, oui. humain et ça nous limite aussi. Oui, c'est ça. Peut-être que ça, voilà, c'est toujours pareil, c'est le problème des étiquettes. Quand on met une étiquette sur quelque chose, effectivement, ça permet Ouais, de comprendre le quelque chose en question, ça permet de l'identifier, de se dire: «OK, c'est plutôt ça et c'est pas autre chose». Mais effectivement, ça a ouais. l'inconvénient un peu de limiter parfois aussi la compréhension des choses, hein, comme quand on met des voilà, et Mmh. moi j'aime parler avec des mots, parfois un peu plus neutres, peut-être un peu plus généraux. J'aime bien parler plutôt, oui, effectivement, le terme intuition, il est assez facile. On peut parler peut-être aussi de perception non locale. Non locale parce que c'est pas local. Oui. C'est local, c'est percevoir, voilà, j'ouvre les yeux, je vois la pièce autour de moi, donc c'est local. J'entends une voix, autour de moi, c'est quelqu'un derrière moi qui me parle ou voilà, c'est local. Mais il y a de la perception non locale. Non locale, c'est-à-dire c'est pas ici. C'est pas là, hein, Mmh. c'est où? Bah, c'est dans cette conscience non locale. Non locale, elle est non Mmh. assujettie, non assujettie à l'espace physique et à l'écoulement du temps. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, très difficile à se représenter. On peut imaginer une sorte de masse d'informations, on peut, voilà, voir ça un peu comme la métaphore du fameux cloud, en quelque sorte, et les informations, elles viennent de là. Oui. Elles viennent de là. Elles se densifient par, un flux, exactement comme quand on télécharge un fichier dans le cloud, on dit: «Bah, tiens, j'ai besoin de ce fichier-là ou j'ai besoin de cette photo, elle est là-bas, elle est dans le cloud, j'ai juste un bout d'image et je vais la télécharger». Donc on va avoir une réception d'informations comme ça. Donc Mmh. mais voilà. On a besoin effectivement d'avoir des étiquettes. Des repères, des représentations, oui, 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 je pense que ça c'est rassurant pour nous et d'ailleurs, en même temps, par rapport à ça, je me dis que cette représentation, elle peut aider les personnes qui sont en deuil. Tu vois? Les personnes qui ont besoin Oui, oui, d'être, rassurées aussi par bien rapport à leurs sûr. proches et ce recours à des médiums, peut effectivement certainement Mais aider. Je sais si, pas ce que tu en absolument, penses? mais d'autant plus que quand on vit des processus de deuil, et qu'on pense à la personne qui est décédée, quand on est, voilà, quelques heures ou quelques jours après, la mort, la disparition de quelqu'un, mais ça arrive souvent, enfin, qu'on s'adresse à la personne, qu'on demande des signes, qu'on demande des choses et il se produit des choses. Hem, Justement, enfin, tu faisais allusion au livre de Stéphane Alix pour lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui s'appelle «La preuve», et donc le papa de la jeune femme dont il est question dans ce livre, qui est décédé il y a une quinzaine d'années au cours d'un féminicide, le papa qui vit le deuil atroce de sa fille qui a été assassinée par son mari, ben, voilà, quelques jours après, l'enterrement, demande à sa fille, de lui envoyer un signe, et hem et dans le garage il y a la voiture tout d'un coup qui se met à s'éclairer toute seule. Les phares s'allument, les clignotants s'allument, tout le système électronique de la voiture se met en marche tout seul, sans aucune explication, et ça dure plusieurs minutes comme ça. Donc que se Mmh. passe-t-il à ce moment-là? Bah, voilà, il se passe
enfin, comment ne pas interpréter ça comme l'idée que c'est un signe précisément de la personne qui vient de décéder? C'est évident. Plein de gens sont il y a des milliers de témoignages, il y a des milliers d'histoires comme ça. Donc c'est vrai que quand on vit ça, quand on voit ça, bah, ça accrédite un peu l'idée que, bah, en fait, la personne qu'on a perdue, sa conscience, elle est quelque part et elle nous parle et Se elle manifeste. se Mmh, manifeste. Donc heu, mmh, donc voilà. Donc cette mmh. expérience-là, elle est quand même très forte et elle vient bien quand même plutôt accréditer l'idée que, ben, en fait, finalement, dans cette conscience non locale, OK, bah, peut-être que quand même, finalement, on a des entités qui restent, je sais pas, les esprits des défunts, finalement, sont quand même encore là, avant de se dissoudre complètement, je sais pas, peut-être, dans cette conscience globale? Enfin, et puis Mmh. peut-être que ça se redensifie à différents moments pour justement nous communiquer et communiquer avec nous et c'est ça, en fait, à ce moment-là, les expériences de médiumnité. Enfin, bon, voilà, je crois qu'il faut être très prudent avec tout ça, pas suranalyser trop, heu, bon, mais en tout cas, voilà, quand on vit des processus de deuil, toutes ces expériences-là, elles sont souvent très parlantes et elles aident beaucoup, hein, je pense. Ça accompagne les personnes qui sont dans le deuil. Moi, je disais que j'ai, heureusement pour moi, pas été traumatisé par des deuils comme ça, catastrophiques, des choses brutales qui se jouent Mmh. comme tant de gens qui peuvent avoir perdu un enfant, ou avoir perdu un proche dans des conditions, horribles, des accidents, des meurtres, des choses comme Oui. ça. Moi, j'ai perdu des grand-mères qui sont mortes parce qu'elles sont mortes à l'âge où elles devaient mourir. Enfin voilà, donc c'est triste, mais c'est Naturel. voilà, Mmh. c'est naturel, comment dirais-je? Voilà, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc mais je crois que voilà, quand on vit des expériences qui sont comme ça, tout à fait saisissantes, qui sont tout à fait traumatisantes, je crois qu'il faut faire très, très attention à tous ces petits signes. Le processus de deuil, c'est pas juste, se mettre d'accord avec soi-même sur le fait que l'autre a disparu, que la personne est partie. C'est aussi peut-être, être attentif à tous ces petits signes qu'elle nous envoie, tout ce qui se passe, tout ce qui change, tout ce qui évolue. Enfin, je crois que ça nous raconte beaucoup de choses. Oui, je pense que c'est cette vision de cette autre vie ou de ce changement, cette transformation peut-être, on Mmh. peut dire de humainement à conscience, dans la grande conscience, peut aider effectivement dans ce cheminement de deuil pour surtout pour quand il y a eu les comme tu disais des morts violentes, quand il y a eu qu'il y avait des liens très, très forts. C'est vraiment le je pense un peut-être un démarrage tout en je mets toujours une réserve de ne pas après, tout y mettre, dans des signes et dépendre des médiums constamment pour avoir des messages constants. C'est qu'à un moment donné, ça Oui. peut être un tremplin pour pouvoir basculer à autre chose, mais il faut réapprendre à vivre autrement. Ouais, Donc exactement, voilà. exactement. Je pense que c'est tout simplement assez réconfortant finalement peut-être de se dire que, la personne qu'on a perdue, bah, finalement, elle continue une existence peut-être ailleurs, Mmh. son âme est toujours là et elle nous envoie un signe et quelque part, il se passe quelque chose. Voilà et je crois que voilà, c'est assez intéressant, c'est important dans le processus. C'est ce qui va permettre, bah, de continuer à vivre et de construire une vie, bah, sans la personne qu'on a perdue naturellement. C'est ça. Tu dirais quoi, toi, aux personnes qui pensent qu'il y a rien après, qui sont effrayées et qui imaginent, vraiment le néant, en fait, le Bah, je sais pas, on peut pas forcer les gens à croire des choses, peut-être que ça peut valoir le coup quand même de se documenter et de lire, bah, un certain nombre d'ouvrages, voilà, sur la vie après la mort. Il y a voilà, le père de tous ceux qui ont écrit sur ça, c'est Raymond Moody, le docteur Raymond Moody qui a beaucoup enquêté sur les expériences de mort imminente dans les années 70. Il a ouvert une voie littéralement à la recherche scientifique, même aussi sur ces sujets-là et aujourd'hui, bah, voilà, il y a quand même plein d'autres chercheurs qui lui ont emboîté le pas, heu, plein d'autres recherches, même des analyses scientifiques qui existent et donc je crois mmh, qu'il faut regarder de ce côté-là. Il faudrait lire là-dessus, tout simplement. Hem, Quelqu'un qui mmh. pense qu'il y a rien, de toute façon, bon après voilà, on peut pas convaincre une personne de l'existence de quelque chose, mais ouais. Après, je ne parle pas de ceux qui sont, OK avec cette idée-là, mais ceux que ça les angoisse profondément. Tu vois? Il y a des personnes, cette idée-là les angoisse profondément, ça les empêche même de vivre littéralement parce qu'ils ont des crises de panique et c'était surtout pour ces personnes-là. Après d'autres sont très à l'aise avec l'idée
et il y a pas à chercher, autre chose. Mais c'est vrai que je pensais à ceux qui sont en difficulté Moi, je crois par qu'il rapport faut à ça. moi, je trouve toujours très intéressant d'écouter les personnes qui ont vécu, des expériences de mort imminente, bah, raconter ce qu'elles ont vécu et moi, je trouve très réconfortant ce qu'elles racontent, ces personnes-là, comment elles ont vécu ça. Heu, Dans l'immense majorité de ces expériences sont des expériences positives qui permettent aux gens de continuer à vivre après derrière et c'est souvent des personnes qui, étaient pas forcément croyantes ou qui n'avaient pas d'idées préconçues sur la mort, en bien ou en mal, mais qui en tout cas, Mmh. disent, une après avoir vécu, qu'elles n'ont plus du tout peur de la mort et donc que c'est quelque chose qu'elles considèrent comme un passage, une porte d'entrée sur un autre monde, sur un autre univers, quelque chose d'autre existe. Donc je trouve, voilà, très très réconfortant d'entendre ça. Heu, Oui. voilà, donc je dirais que quelqu'un qui a fondamentalement peur de la mort, bah, peut-être qu'il faut lire, écouter des gens en parler, quoi, finalement. Et Mmh. puis, De voilà. chercher, d'être curieux par rapport au sujet. Mmh. Et puis on peut Mmh. aussi, se tourner vers des livres de sagesse, on peut se tourner vers des philosophes, voilà, qui vont, parce que quand on a peur de la mort, on a peur de l'inconnu, en fait, hein. On a peur de quelque chose, Oui. qui dont on est certain que ça va exister. Parce que c'est bien la seule chose dont on est sûr quand on vient au monde, c'est qu'on va mourir. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs assez étonnant d'ailleurs, je trouve tout l'art qu'on met en occident pour oublier ce fait fondamental qui fait que voilà, on vient au monde, bon un jour on va mourir. C'est quelque chose, voilà, qu'on met complètement de côté, on n'y pense pas, on n'y pense plus, voilà, on mène une vie, puis on commence à y repenser, bah, voilà, je sais pas, quand on commence à avancer en âge et donc Mmh. je crois que c'est quelque chose, enfin philosophiquement, les grands sages le disent, c'est quelque chose, il faut y penser tout le temps. Faut pas vivre avec la peur de mourir, mais il faut penser régulièrement à sa mort. Régulièrement, Memento vraiment mori, tu sais? comment? Le memento mori, Et voilà, exactement. c'est, mmh. Mmh. Mais c'est pour ça que je fais cette chaîne aussi, hein. C'était vraiment pour remettre la mort, on va dire de manière naturelle dans nos vies, pas en faire une obsession, pas en faire quelque chose d'angoissant, mais que c'est quelque chose qui est naturel et par lequel en fait on par cette peur ou par ce déni, parce qu'en fait c'est le Mmh. déni de la mort alors que c'est la seule chose, comme tu dis qui est sûre dans nos vies, c'est Bah qu'on va oui. tous mourir. Donc et on en fait un déni et quand ça nous arrive, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Mais en même temps, non, c'était vraiment même si on n'y est pas préparé Mmh de mh. perdre telle ou telle personne, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver un jour. Et oui, Et du coup, exactement. ça donne une autre façon de vivre, ça donne une autre façon de percevoir, les situations, tout ce l'imprévu, l'inconnu. Tout ça, en fait, prend une autre dimension quand on accepte Mmh. qu'on est, en fait, mortel. Ben oui, c'est ça. Je crois que ça ramène au moment présent, ça ramène à une vie finalement dans laquelle, Mmh. on va vivre pleinement ce qu'on a à vivre, et peut-être finalement moins se poser de questions aussi, plus agir et moins, théoriser, moins s'angoisser. Hem, voilà, moi en tout cas, dans ma propre vie, c'est quelque chose à laquelle je pense régulièrement. Voilà, on disait tout à l'heure, j'ai pas été Mmh. spécifiquement, confronté à la mort de proches ou à des deuils terribles et dramatiques, mais pour autant, le fait que je vais mourir, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en conscience. Et je vois D'accord. ça comme une chance d'une certaine façon. D'y penser régulièrement et de ne Oui, pas avoir peur de ça, c'est probablement mon éducation un peu religieuse au départ qui m'a amené un peu à cette vision-là. Mais effectivement, c'est le fait que, voilà, on est mortel et donc il faut profiter de ce qu'on vit, profiter du moment présent. On ne sait pas, on ne sait pas quand on partira. Et donc voilà. c'est c'est Jean d'Ormesson qui disait ça, qu'on a de la chance, de mourir. Parce que Mmh. ça veut dire qu'on est en vie. Oui, Donc effectivement. c'est tu parlais tout à l'heure de ta participation effectivement sur, je vais revenir sur la preuve et j'avais une question. Qu'est-ce que ça t'a appris toi de participer à cet ouvrage-là? Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience, par rapport à cet ouvrage? Stéphane Alix, il avait fait cette expérience-là il y a déjà une dizaine d'années avec, un livre qui s'appelle Le Le test? Test. Et Mmh. voilà, il avait mis dans le cercueil de son papa, un certain nombre d'objets et il était ensuite allé rencontrer des médiums pour voir si son père décédé communiquerait aux médiums, entre guillemets «la liste des objets présents dans son cercueil».
il y avait que Stéphane Alix qui le savait. Mmh. Et donc là, l'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin. Donc, moi, évidemment, quand il m'a contacté, il m'a absolument rien raconté de ce qu'il faisait. Heu, son idée, ce qu'il m'a expliqué par la suite, c'était de voir, ce que ça faisait d'interroger. Il voulait interroger des médiums, puis il voulait interroger aussi un voyant qui, dans son travail, ne pratique pas spécifiquement la médiumnité. Bien que dans l'expérience, finalement, à un moment donné, je vis quand même une sorte de médiumnité quand même. Donc on voit bien quand même que là, il y a quelque chose qui est très poreux dans la frontière, hein, Mmh. en fait, entre ces Mmh. 2 phénomènes-là. Bon, et donc qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais, ça a été une expérience, assez difficile quand même parce que c'est c'est s'imprégner, se mettre dans l'énergie d'un meurtre, d'un féminicide, accompagné d'un suicide, puisque le mari qui assassine sa femme, il se suicide ensuite. Donc c'est quand même très éprouvant. Moi, j'ai trouvé ça très, très éprouvant. C'est une expérience, difficile. Hem Et puis stressante un peu aussi parce qu'il y a un peu aussi cette notion de participer à un projet collectif, avec Stéphane Alix qui bon, bah, voilà, il y a des enjeux aussi derrière de communication, de choses comme ça, on peut pas le nier. Donc on ne sait pas à ce moment-là aussi qu'est-ce qu'il va faire de ces résultats, de ce qu'on dit. On ne sait pas si ce qu'on dit correspond à quoi que ce soit de juste. Donc on est dans une expérience où on est, vraiment dans une espèce de saut dans le vide, où on ne sait pas, on sait pas ce qu'on fait en fait finalement. En fait, on dit ce qu'on voit, et je trouve que c'est une bonne expérience un petit peu de mise de travail dans des conditions, je vais pas dire extrêmes, mais vraiment difficiles parce qu'on n'a Sans pas de filet. retour, on sait Mmh. pas, on sait pas, Mmh. voilà, il y a vraiment quelque chose qui est un travail sans filet. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des exercices comme ça ou de pratiquer dans des circonstances tout à fait différentes, pas forcément pour un journaliste et puis dans des conditions où voilà, les enjeux sont très, très importants. Donc mais bon voilà, je trouve que l'exercice est toujours particulièrement difficile et un peu éprouvant parce que c'est pas juste, d'écrire une fête quoi, hein. C'est d'écrire en fait une fête Ouais, qui s'est interrompue brutalement mal tourné. et puis, Mmh. et qui a mal tourné avec quelqu'un qui meurt à la fin dans des conditions épouvantables. Bon voilà, rentrer là-dedans, moi ça m'a pris plusieurs jours pour m'en remettre, si je puis dire, pour Ah sortir OK. de ces perceptions-là et la lecture du livre ensuite m'a complètement replongé dedans, m'a reconnecté à l'histoire. Donc il a fallu aussi que je ressorte après de la lecture du livre. Donc heu, donc voilà, donc c'est pas des expériences que je conseille de faire très, très souvent. Bah, en fait, ce que j'entends quand tu racontes ça, c'est qu'en fait, on s'imprègne bah, de cette conscience finalement de nouveau, de ces informations. Finalement, elles jouent intérieurement, elles peuvent rester, on peut s'imprégner et être complètement dedans et c'est pas voilà, c'est pas un jeu. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, Ah bah c'est non, pas des du choses qui tout. peuvent être très lourdes à venir et que ça nous absorbe en fait, finalement. Bah, en fait, puis on vit en fait, d'une certaine façon, on rentre vraiment un peu en résonance, en empathie avec, avec le drame. À la fois les personnes, qui ont vécu, donc il s'agit là en tout cas, d'une jeune femme qui a été assassinée, donc on rentre en résonance un peu avec elle. La violence. On Mmh. Voilà, la violence, les coups qu'elle reçoit et cetera, mais on rentre dans quelque chose aussi où il y a toute la psychologie, on perçoit toute la personnalité, on perçoit toutes ces peurs, toutes ces peurs qui étaient là, pas forcément au moment du drame, mais finalement qui étaient là déjà depuis longtemps. Moi j'avais la perception que cette jeune femme, elle a cherché de l'aide et puis elle en a pas forcément beaucoup trouvé autour d'elle. J'avais cette sensation aussi que des gens avaient voulu l'aider, mais n'avaient pas nécessairement réussi à le faire. Donc ces gens-là, ont ressenti beaucoup de culpabilité que je détectais, que je ressentais moi aussi d'une certaine façon. Donc il y a une espèce de porosité entre tous ces gens, tout ce drame et puis finalement le voyant que je suis. Les médiums, de toute façon même les autres médiums qui ont travaillé dessus, le disent aussi. Et donc il y a une espèce de, voilà, il y a quelque chose qui est pas évident, il faut faire la part des choses. OK, moi je suis Alexis et cette jeune femme, c'est cette jeune femme, Oui. son mari, c'est son mari, ben on crée, faut recréer la distance. Hem, bon, voilà, mais quand on sait que c'est quelque chose qui est très important C'est aussi, c'est pas pas ton expérience vécue, en fait, c'est ça. C'est oui, pas oui, ton bien sûr. expérience vécue, mais c'est ça ce détachement qu'il faut avoir parce que des fois, je me demande si le corps ou la mémoire se dit pas, à un moment donné, s'approprie pas ça et du coup, c'est vrai que tu as du mal après à Oui, faire oui, le vide, quoi. C'est comme si bah, ton corps, faisait comme si tu vivais un peu c'est l'événement.
c'est un danger un peu, en fait, de se retrouver à fusionner en quelque sorte avec, Ouais, avec ouais. les émotions de la personne ou les Mmh. émotions de la cible. Donc on se Mmh. retrouve comme ça, donc il faut être très, très attentif à ça et bien capter que enfin bien garder à l'esprit qu'on perçoit les émotions, de la personne, mais ces émotions-là, elles doivent être tenues à distance et on peut avoir de l'émotion, Mmh. par rapport à l'émotion qu'on est en train de percevoir, donc on perçoit que la personne elle a peur ou qu'elle est mal dans sa peau et ça peut faire monter de la tristesse, chez le médium ou chez le praticien qui est en train de percevoir ça, ou de la peur aussi d'une Mais oui. certaine manière, enfin voilà. Donc tout ça c'est des choses, je trouve qu'il y a une grosse gestion émotionnelle à à travailler en fait. Donc c'est peut-être un peu ça Mmh. la leçon moi que j'en retire, c'est que dans le fond, peut-être que moi quand j'ai commencé l'exercice, je m'étais pas assez préparé à l'horreur de ce que j'allais percevoir. Mmh. Mais à travers tes donc tu par rapport au je reviens sur le côté livre où toi aussi tu as écrit des livres, des manuels, je dirais, Mmh. sur la voyance, sur les arts divinatoires. Tu fais des formations. Est-ce que c'est pas un peu ce que tu cherches à transmettre, pardon, à travers tout ce que tu proposes? Cette distanciation, cette technique, est-ce que c'est pas un peu ça ou Oui, voilà, bah, comment alors tu vois les choses par rapport à ton activité? bah, par rapport à mon activité, c'est vrai que moi j'ai une activité initialement de praticien des arts divinatoires et de la voyance, c'est-à-dire finalement je reçois des gens en consultation et puis voilà et donc ce qui est intéressant c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans une consultation? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Moi j'ai toujours été intéressé Mmh. par le fait de mettre un peu le nez sous le capot de la voiture. Quand on conduit une voiture, je trouve que c'est intéressant de savoir comment la voiture elle marche. Donc quand on fait une pratique de voyance ou intuitive comme celle-ci, moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi certaines fois ça ne fonctionne pas, quand il y a des pannes, bah, pourquoi, d'où ça vient, et cetera, voilà. Donc c'est un peu tout ça, moi aussi, que j'ai voulu, partager, il y a déjà un moment, hein, ça fait longtemps maintenant que j'anime des stages, des formations, parce que dans le fond, finalement, beaucoup de gens sont très intéressés par ces sujets-là. Plein de gens vivent des expériences de voyance, des phénomènes d'intuition, des phénomènes qu'on appelle maintenant aujourd'hui un peu des expériences exceptionnelles, de l'ordre de la perception, extrasensorielle, de la télépathie, de la prémonition, des rêves prémonitoires. Donc, Mmh. les gens cherchent à comprendre ce que c'est que tout ça, pourquoi ils vivent ça, comment ça se manifeste, est-ce que d'ailleurs ça peut se développer et puis est-ce que ça peut s'utiliser? Et puis, ben, oui, une façon de l'utiliser, c'est de faire des consultations. Donc il y a des personnes, par exemple, qui se lancent dans le fait de faire des consultations parce qu'après tout, avoir de l'intuition et être capable de percevoir des choses, non locales, si je puis dire comme ça, eh bien, c'est quelque chose qui aide beaucoup, qui peut potentiellement aider des gens qui viendraient consulter. Donc, Mmh. donc voilà et alors après, il y a la question des arts divinatoires qui sont des supports, qui sont des instruments bien connus, des voyants ou voilà des enfin des spécialistes en fait finalement de la consultation. Donc là, c'est pareil, alors là, on est plus du côté, on va dire de la pratique, j'allais dire presque même de la pratique artistique. Parce que comme leur nom l'indique, ce sont des arts, hein, on dit des arts divinatoires, Mmh. donc ça suppose qu'il y a des règles, que ce sont des supports qui ont des, ben, voilà, il y a des méthodes, et donc il y a tout un tas de choses comme ça, assez théoriques, qui peuvent exister, qui peuvent être, enseignées, sur comment ça s'utilise, comment ça se travaille, comment on peut s'en servir pour justement, stimuler l'intuition et stimuler peut-être même tous les phénomènes de perception. Donc il y a des objets comme ça qui sont tout à fait adaptés pour, supporter, soutenir, le travail intuitif. Donc voilà, là aussi j'ai écrit des bouquins sur ça et puis développé des formations aussi bien sûr sur ces sujets-là. Ouais et Parce que j'invite, parce que ceux parce qui que regarderont oui. l'interview de s'inscrire et de s'intéresser parce que, enfin, personnellement, c'est vraiment ce côté cartésien et Mmh. pratico-pratique que qui m'a aidée parce que, Mmh mh. avoir ma pratique, on va dire, spontanée, intuitive, c'est bien, mais, je suis un peu comme toi, j'aime bien comprendre. Oui, oui, J'aime pas le oui. côté magique, Mmh, mmh, j'aime pas mmh. ce côté, au perché magique et du Mmh. coup, je me dis: «C'est il y a quelque chose qui est normal» au lieu de dire: «C'est pas normal», c'est normal, mais alors pourquoi c'est normal? Comment ça se passe? Oui. Et cette approche que tu as, j'invite vraiment beaucoup de personnes à se rapprocher de ce que tu fais parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien de pouvoir se dire: «C'est normal, Ben oui, 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 c'est c'est sûr. humain Ouais, et on ouais, a ouais, tous la ouais. capacité de le faire».
Oui, oui, et comme tu le dis, souvent la pratique des arts divinatoires, c'est quelque chose qu'on commence de manière, très très autodidacte, un peu comme un passionné, enfin, comme beaucoup d'art en fait finalement, on peut prendre, je sais pas, Mmh. l'exemple de l'instrument de musique. Un jour, on s'achète un piano, puis on commence à jouer du piano tout seul. Puis on regarde un petit peu des tutoriels, des choses comme ça. Puis à un moment donné, si on veut progresser, bah, voilà, on va demander à un professeur des cours de piano, ou on va s'inscrire dans un club ou dans un cours, et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup de choses. Le dessin, la peinture. La peinture, au départ, on pratique tout seul, on apprend tout seul, on regarde ce que ça fait, et il y a des gens très doués d'ailleurs qui apprennent avec personne ou qui apprennent par eux-mêmes, qui sont autodidactes Mmh. du début jusqu'à la fin, ça existe aussi. Et puis, ben, à un moment donné, ça peut être pas mal aussi quand même de se confronter à des méthodes, à se confronter à d'autres. Qu'est-ce que d'autres plus Mmh. expérimentés racontent sur ça? Comment eux, ils font Oui, pour faire leurs consultations, et cetera? Je pense que c'est ça qui fait aussi avancer. C'est de rencontrer d'autres gens. Moi, j'ai rencontré plein d'autres gens aussi dans ma propre pratique pour construire mes propres méthodes, et aujourd'hui, bah, maintenant, c'est quelque chose que, bah, voilà, que je transmets, que j'enseigne, et puis d'ailleurs, voilà, j'ai plein de stagiaires en 25 ans maintenant d'expérience. Bah, plein de gens se sont lancés d'ailleurs de manière professionnelle dans ces métiers, dans ces pratiques-là, et donnent à leur tour des formations ou écrit des bouquins. Donc c'est super, ça fait des petits, quoi. On voit qu'il y c'est a quelque ça. chose qui C'est qui se répand et qui se transmet, et c'est ça l'objectif. En fait, pour moi, c'est un peu comme une séance de développement personnel aussi, quoi. D'apprendre à se connaître, tu sais, savoir comment on fonctionne, par rapport à ces ressentis-là. Mmh, mmh, Donc, mmh. merci beaucoup, Alexis, pour vraiment tout ce partage parce que vraiment c'était très riche. Eh ben, merci à toi, C'était, Marilyn, ça m'a fait je plaisir vais mettre, d'échanger avec toi. je vais mettre, heu, je vais mettre tes coordonnées donc pour que les personnes puissent voir un peu ce que tu fais, dans la description. J'ai juste une toute dernière petite question pour finir. Oui, vas-y. C'est si tu peux dire pour toi, c'est quoi voir la mort autrement? Voir la mort autrement, bah, c'est peut-être ne pas la voir comme une fin en soi. La mort autrement, c'est une transformation. La symbolique dans le tarot de la carte qui représente l'allégorie de la mort, c'est la transformation. On passe d'un état à un autre état, et c'est l'idée que, dans le fond, la mort n'est pas une fin, c'est une transformation, c'est une continuation vers un autre chose. Et toute la difficulté, toute l'angoisse qu'on a face à tout ça, c'est que ce autre chose, on a du mal à le voir. On a du mal à l'appréhender. Voilà. Voilà ce que je dirais. Et c'est ce que j'essaie de voir pour Bah, moi-même, hein, en merci. fait, hein. Merci beaucoup Alexis. Merci Merci Marilyn. à vous qui nous avez regardés. Je vous invite à liker, à vous abonner, à regarder attentivement ce que propose Alexis et je vous dis à bientôt.